Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine T'as vu, le magazine présenté par les étudiants en journalisme de l'Université catholique de Lille. Au sommaire de l'actualité, cette semaine, nous parlerons des entreprises des Hauts-de-France en défaillance. Nous parlerons également des maraudes pour les SDF dans l'île qui continue, du street art aussi, et enfin l'agenda culturel. Et l'invité de la semaine sera le duo Avox. 3800 entreprises ont mis la clé sous la porte dans les Hauts-de-France depuis 2018 et malgré une tentative nationale, plusieurs années consécutives à la baisse, ce chiffre a nouveau augmenté de 1,3% par rapport à 2017 dans notre région. Victoire de Melenard nous a rejoint sur le plateau pour pouvoir parler de ce sujet. Victoire. En effet, Caroline, les Hauts-de-France restent la région la plus impactée par ce phénomène en France, avec 17 défaillances pour 1000 entreprises selon l'étude du FIBEN, donc le fichier bancaire des entreprises. Alors la majorité des procédures concernent 3 domaines d'activité spécifiques. Le commerce de détail dans 27% des cas, 23% dans le domaine du bâtiment et des travaux publics et 14% des défaillances d'entreprises ont lieu en hôtellerie-restauration. Alors il faut savoir que lorsqu'on parle de défaillance d'entreprise, on entend soit un redressement judiciaire dans 33% des cas cette année ou carrément une liquidation judiciaire d'une entreprise, ce qui représente 67% des chiffres. Alors justement, ça fait beaucoup de chiffres tout ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en tout, 9600 emplois ont donc été menacés ou liquidés dans la région en 2018, d'après le rapport de la Chambre de commerce et d'industrie de Lille. Des chiffres assez frappants donc, puisqu'ils vont en plus à contresens de la moyenne nationale. Alors pourquoi les Hauts-de-France sont plus touchés et pourquoi ces domaines d'activité tout particulièrement? Guillaume Fournier nous a répondu. Les activités notamment industrielles qui historiquement étaient peut-être plus impactées que sur d'autres régions. Des profils d'entreprises qui ont un peu plus de mal à s'adapter à leur environnement concurrentiel, au nouveau marché. Un marché qui n'était pas forcément, je dirais, suffisant en termes de capacité, parce qu'elle souffre d'un déficit de financement à la création. Donc 700 grammes à bout de bras d'un moment, c'est notable. Eh bien, les très petites entreprises sont le type d'entreprise le plus impacté, c'est-à-dire les entreprises de moins de 20 salariés et surtout celles de 1 à 5 salariés, puisqu'elles concernent 9 défaillances sur 10, donc c'est un chiffre assez important. Et Monsieur Fournier nous disait au micro que ce chiffre est plutôt cohérent au final, car ce type d'entreprise représente 90% du tissu économique régional. Alors ces entreprises ont en effet parfois du mal à survivre ou à rentabiliser leur affaire à cause du ratio qui est souvent négatif entre leur chiffre d'affaires et leurs charges fixes et salariales souvent élevées, il faut le dire. Mais pour vous rassurer et rassurer les futurs entrepreneurs lillois, si on s'intéresse à l'évolution de la région sur ces 5 dernières années, eh bien, on constate que le nombre de défaillances a tout de même baissé sur l'ensemble du territoire nordiste. Alors du coup, existe-t-il des disparités au sein même de notre région, Victoire? Eh bien tout à fait, Caroline. Il existe notamment de fortes disparités entre le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. Les zones d'emploi de Valenciennes et de Douai, puis de Saint-Quentin sont notamment les plus touchées, avec 20 ou 21 défaillances d'entreprises pour 1000, contrairement au bassin de Beauvais et Péronne, qui, elles, comptent entre 10 et 11 défaillances d'entreprises pour 1000. D'accord. Et du coup, comment on peut remédier à tout ça? Qu'est-ce qui est mis en place? Alors encore une fois, Guillaume Fournier nous disait que depuis quelques années, plusieurs dispositifs sont mis en place, notamment des actions publiques de la part de la région. Elle a créé visiblement des groupements d'entreprises et des collectifs pour répondre plus facilement aux appels d'offres, puisque c'est ça la grosse lacune. Et elle met également en place des dispositifs pour aider au financement des entreprises et accompagner par la suite, une fois créé leur trésorerie, la gestion de leur trésorerie. Donc c'est une évolution à suivre sur plusieurs années, à notre avis.
Eh bien, merci Victor pour toutes ces informations concernant les entreprises des Hauts-de-France qui sont donc en défaillance. Et en France, plus de 1500 personnes sont sans domicile fixe et le nombre de SDF a doublé en 10 ans. À Lille, l'association Collectif SDF a lancé une maraude qui s'appelle Collectif 2.0 pour aider administrativement les sans-abri notamment. Un reportage de Valentin Delepaule et Charlie Créteur. L'association Collectif SDF Lille, créée en 2011, a pour but de défendre les droits des personnes accueillies dans les structures sociales et également de permettre aux sans-abri d'accéder au logement. En ce moment, un financement participatif a été mis en place pour une collecte 2.0. Alors l'objectif premier, c'est de numériser les documents des personnes à la rue. Donc juste avec un accès internet, pouvoir accéder à tous leurs documents administratifs. Faire appel à un scanner portatif avec un ordinateur portable, une clé 4G pour pouvoir numériser justement instantanément et pas avoir ce temps de latence directement avec les personnes à la rue. Créer leur compte Reconnect pour directement mettre tous leurs documents dessus et voilà. On remarquait que souvent des personnes qui ont fait beaucoup de rue et à chaque fois en fait c'est reprendre toute leur démarche à zéro à chaque fois. Et du coup en fait au bout d'un moment il y a un ras-le-bol de la part des SDF en fait. Le fait de numériser ces documents en ligne, c'est justement nous permettre de ne pas avoir justement cette redondance de toutes ces démarches administratives. Selon la Fondation Abbé Pierre, le nombre de SDF a augmenté de plus de 50% depuis 2001. Des maraudes organisées par Collectif SDF ont lieu régulièrement où des denrées alimentaires et des kits d'hygiène sont offerts. En fait, ma mère a mes 14 ans, a mis à des foyers, des familles accueil, tout plein de trucs comme ça. Et ma mère a 18 ans au foyer, a été chez ma mère et après dans le sud a mis dehors. C'est là le plus difficile à vivre dehors. Moi, je veux trouver un travail. Je cherche tout partout. C'est pas faire comment au magasin, sans papier, sans rien. D'accord, j'ai ma carte d'identité, ça passe pas tout partout. J'ai déjà essayé à des grands magasins, des trucs comme ça passe pas tout partout. Mais non, sans papier, sans rien. C'est les papiers manquent. Sinon, je ne sais pas comment faire. 34% des dons ont été récoltés par l'association soutenue par la métropole lilloise. Il reste 10 jours pour récolter les 5 000 € souhaités. Bonjour Charlie. Bonjour Caroline. Alors justement, après cette collecte 2.0, quelles autres initiatives vont être mises en place ? Alors chaque année, il y a une autre maraude qui est organisée, comme celle de la trêve hivernale qui se déroule du 1er novembre au 31 mars, qui permet de distribuer aux sans-abri des denrées alimentaires du type café, etc. Il y a également des kits d'hygiène comme du gel douche, du shampoing, de la brosse à dents et même des préservatifs. Et il y a également d'autres initiatives comme la Coupe de France des SDF organisée par le même collectif, le collectif des SDF de Lille, où le vainqueur gagne un trophée et des équipements du club de la région, le LOSC. Et derrière ce tournoi, il y a la volonté de s'étendre également au-delà de la région de France et pourquoi pas de faire un tournoi national. D'accord. Et justement, suite à votre reportage, quelle est la population, on va dire, représentative de ces SDF lillois que vous avez pu rencontrer ? Alors le collectif nous a dit à Valentin et moi qu'il n'y a pas vraiment de profil type pour ces sans-abri. C'est souvent, certes c'est souvent des hommes de plus de 40 ans qui, suite à un drame familial ou suite à une situation de divorce, ont sombré. Mais on a constaté également qu'en se baladant dans l'île, il y a beaucoup plus de jeunes qui font face à cette précarité. Et on a constaté notamment des gens pas forcément issus de la région, des gens qui viennent d'Italie, qui font face à des drames familiales également, et également à leurs parents qui sont en train de divorcer. Et on a constaté aussi également que ces derniers qui essayent de nouer des liens avec le restant de leur famille pour s'en sortir, justement se voient écartés. Par exemple, le père ne donne plus de nouvelles. Donc des profils plutôt variés dans l'ensemble de la métropole, mais en tout cas d'autres initiatives continuent à être mises en place pour pouvoir les aider. Et récemment, le collectif des SDF de Lille a fait l'acquisition d'un triporteur qui leur permet de se déplacer plus facilement dans l'île et du coup de donner plus facilement des kits d'hygiène ou des denrées alimentaires. Eh bien, merci Charlie pour toutes ces informations concernant la nouvelle collecte 2.0 de cette association lilloise. Un tout autre sujet cette fois-ci, plutôt
culturel, le street art à l'honneur toujours dans les rues de Lille, avec le collectif qui a mis en place différentes œuvres dans l'ensemble de la métropole pour toujours un énorme plaisir pour vos pupilles. Un reportage de Armand Lavenne, Cyril Motte et Antoine Ziatliki. Faire redécouvrir et faire accepter le street art à Lille, c'est la mission de l'Urban Color Show. Fraîchement créée, l'association fait face à un défi dans une métropole qui n'apprécie pas vraiment l'art de rue. Urban Color Show, c'est à la base un projet de 3e année, un projet de fin d'études qu'on a transformé en association dans le but de promouvoir le street art à Lille et dans les métropoles lilloises. De base, le projet, c'est une propriétaire donc, de la rue Poissonceau dans le Vieux-Lille qui est venue à l'école et qui nous a dit « j'ai une façade, la mairie ne l'accepte pas, les graphes, c'est du vandalisme auprès de la mairie et auprès de certains habitants, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Du coup, nous, on s'est dit on va promouvoir le street art, l'instaurer dans la ville et ensuite, dans quelques années, on pourra peut-être créer un vrai mur, une vraie création graphique. L'association ne désespère pas faire changer les mentalités. Aujourd'hui, c'est difficile. On sait que grâce à plusieurs artistes, on sait qu'ils se font retirer leurs graphes. Des fois, c'est la mairie, des fois, c'est même les habitants. Et les habitants l'enlèvent d'eux-mêmes parce que c'est sale, parce que c'est pas joli à leurs yeux. Donc, c'est difficile de garder un graphe. Même à 4 mètres de hauteur, on est capable de monter et d'aller le retirer à la main. Donc un graphe maintenant, ça dure 2 mois à peine. À Noël, tout a été retiré par exemple. Il faut qu'on l'instaure. Donc là, dans un premier temps, on va organiser des événements pour faire parler d'Urban, pour faire parler de ce qu'on souhaite faire. Et on va aussi impliquer les commerçants et les habitants. On sait que les commerçants, grâce à un sondage, sont intéressés, ont envie de participer à ça. Il y en a toujours qui sont restreints, qui n'ont pas envie de promouvoir le street art. Donc on va essayer d'instaurer ça à travers des ateliers, des week-ends un peu d'insertion avec le street art, des expositions et des soirées aussi. Justement, on peut prouver que le street art, ça peut être accessible à tous. Et c'est un art comme les autres, donc pourquoi cet art-là devrait être vu comme du vandalisme, alors que quand on expose dans du musée, c'est tout à fait normal. Donc il faut vraiment qu'on essaie de changer les mentalités, et ça passe par justement tous les petits événements qu'on va faire pour leur montrer que ça peut être aussi très convivial et accessible à tous et de l'art. Les premiers événements arriveront courant mars. Pour les suivre, rendez-vous sur la page Facebook de l'Urban Color Show. Antoine Ziatliki et Cyril Motte m'ont rejoint sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Alors Antoine, tu vas nous parler de ce reportage et justement donc du graphe. Et quelle est donc la place du graphe que peuvent donner la municipalité et les riverains à cet endroit ? Il faut savoir qu'à Lille, la place du graphe, elle est assez clivante en fait, parce que c'est un peu reconnu comme du vandalisme par pas mal de gens, notamment des habitants. Donc on nous expliquait notamment que les habitants, parfois c'était même eux qui retiraient les graphes sur les murs et tout, parce qu'ils trouvaient que c'était du vandalisme. Et la mairie de Lille, c'est un peu la même chose en fait. Elles ont retiré un graphe qui était assez connu rue des Poinçonneaux. D'accord. Et elle a même refusé justement qu'il y ait un graphe qui le remplace. Donc ouais, c'est assez compliqué et on considère plus ça comme du vandalisme que de l'art à Lille. D'accord. Et du coup, l'association qui s'appelle donc Urban Color Show, qu'est-ce qu'elle met en place justement pour changer un peu ces idées reçues ? Ça va commencer aujourd'hui, c'est vraiment le mois de mars qui va être un mois charnier pour eux. C'est de changer les mentalités justement et prouver que le street art ça peut être de l'art, c'est pas du tout du vandalisme et que ça peut être des choses vraiment très très belles. Et donc il va y avoir différentes expositions le soir et même pas mal de week-ends. Et ils ont l'approbation de nombreux commerçants, notamment dans le Vieux-Lille. Ils ont réalisé un sondage auprès d'eux. Et les commerçants sont favorables justement au street art. Ils trouvent que, la plupart des commerçants sont favorables au street art. Ils trouvent que c'est très esthétique et très artistique. Et donc il y aura parfois même dans des commerces des petits rappels de street art. D'accord, donc les avis continueront donc d'évoluer certainement plus du côté positif. C'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus et donc normalement ça devrait aller, on devrait avoir de plus en plus de graphes à Lille. Super, merci beaucoup Antoine pour ce reportage. Et Cyril, monsieur Agenda Culturel nous a rejoint sur le plateau pour nous parler des événements, de tous les bons plans de la métropole lilloise et notamment de l'exposition photo concernant l'Algérie qui se passe à Tourcoing. Exactement, alors dans cette exposition, on pourra y retrouver donc, des clichés pris par des photographes de tous horizons qui ne sont pas seulement algériens, et c'est des clichés qui porteront par contre eux sur le pays, donc l'Algérie. D'accord.
Et le but de cette exposition est donc de témoigner de l'évolution du pays à travers les époques. Donc comme tu l'as dit, ça se situe à Tourcoing, à l'Institut du monde arabe, jusqu'au 13 juillet, et l'entrée est à 3 €. D'accord. Et le deuxième événement, donc, c'est le dernier week-end de l'île Neige. Tout à fait, si les températures chaudes vous ont un peu trop réchauffé, vous pouvez profiter de l'île Neige une dernière fois ce week-end avant la fermeture. Alors au programme patinoire, piste de luge ou encore structure gonflable, l'entrée est gratuite. Et le dernier événement, ça se passe au Magazine. Exactement, si vous voulez bien commencer le week-end, rendez-vous donc au Magazine Club ce soir pour un set du DJ français Agoria. C'est donc un spécialiste de la musique électronique et il est l'un des rares français à avoir été invité au prestigieux festival Coachella en Californie en 2019. Comptez tout de même 18 € pour assister à la prestation du DJ. Ouais, un gros programme donc ce week-end. Vous avez des préférences peut-être Moi, l'expo photo sur l'Algérie, ça me tente assez. Ouais. Parce que je sais que mon collègue va choisir autre chose. Donc, Moi, je vais me pencher vers ce soir, et je vais me reposer demain et aller à l'île Neige dimanche. À l'île Neige, d'accord, très bien. Merci beaucoup les garçons. Et on continue cette émission avec le duo qui est donc notre invité. C'est Antea et Virgile. Ils sont originaires des Hauts-de-France et ils viennent de sortir leur album qui s'appelle Not Afraid. Ils nous rejoignent sur le plateau, mais tout de suite, découvrons-les en images. Sur le plateau, bonjour, Antea et Virgile, comment ça va? Ça va bien. Est-ce que vous êtes contents de nous retrouver? On s'était vu l'année dernière dans les studios juste au-dessus, les studios radio. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis, enfin beaucoup. Il y a notamment ce bébé qui est sorti. À l'époque, il n'y avait que des singles, c'était déjà pas mal. Moi, j'ai envie de revenir au tout début, là où ça a commencé. J'ai une petite image à vous montrer. C'était au tout début, c'était le tremplin du Main Square. Regardez ça. Première réaction. On est super contents, c'est génial quoi, le Main Square, on va jouer avec Muse, Keep the Youth, Charlie XCX. C'est le Main Square quoi, c'est vraiment bien. Ça va être génial, on est trop contents. Félicitations aux autres groupes aussi. Hein. Ouais. C'est ça vous paraissait indécis? Ouais, oui. On savait pas, on pouvait pas dire. On se ferait pas d'idée, on y allait comme ça pour jouer quoi. Mais quand le jury a dit à Vox, là, l'explosion, quoi, la tête qui bouge. Oui, non, 2015. Là, il était 1h30 du mat. Là. C'est le temps plein. Vous aviez quel âge sur ces images? 18 ans. Moi. Donc j'avais 4 ans de moins. J'ai vu les grimaces que vous aviez fait là sur les images. C'est vieux, c'est loin pour vous tout ça ou c'est encore assez frais dans vos esprits? Bah non, c'est assez frais. On en garde un bon souvenir. On cautionne tout ce qu'on vient de dire là. Mais... Là, c'était vraiment sorti du plateau. Vous veniez d'apprendre que vous venez de gagner. On venait de faire une demi-heure de set, c'était comme prévu. Mais derrière, devant nous, il y avait déjà eu 5 groupes. On était le 6e, on avait joué de minuit et demi à 1h. Et ensuite, plus la délibération, etc. Donc oui, il était 1h30 et on sort de la salle et paf, une caméra. Là, c'était nos collègues de France 3. Et du coup, comment ça se passe? Donc là, c'est le tremplin, ce que vous venez d'apprendre. Vous venez d'apprendre que vous gagnez le tremplin du Main Square donc de l'année 2015. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le tremplin, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Ouais, alors on peut postuler en ligne, donc c'est-à-dire que tu envoies d'abord quelques sons, ils font une présélection, ensuite il y a les 8e de finale, donc je sais pas si ça se passe encore comme ça, mais nous on a dû jouer, mais c'était à huis clos, donc il n'y avait que 6 membres du jury, devant des professionnels, devant pas de public quoi. Pas de public. Et pas d'applaudissements, vraiment des trucs très... Et on doit jouer 20-25 minutes. Et donc il y a les 8e de finale, les quarts de finale, les demi-finales, et en fait la finale, en quelque sorte, cette fois-ci il y a du public. Et c'était à Arras. Les inscriptions sont ouvertes, il me semble. Oui, actuellement. Et voilà, à la fin, il y a du public. Et, puis, et du coup, depuis, ça a vraiment fait décoller votre carrière. Il me semble que même
Du coup, vous avez pu jouer, c'est ça la récompense finalement, c'est de jouer au Main Square. On joue les premiers, c'est ça il me semble, c'est le premier jour, l'ouverture du Main Square. Non, en fait, il y a 3 groupes qui gagnent et chaque groupe ouvre un jour et nous on avait ouvert le samedi. Et c'est le jour où il y avait le plus d'artistes qui nous plaisaient. Donc, et du coup, parmi les artistes, il y en a un qui vous tenait plus à cœur que d'autres et qui notamment vous a aidé sur votre carrière et sur ce projet-là. Et ouais, exact. C'est Skip the Youth qui jouait le même jour. Ils sont venus regarder notre show par curiosité parce qu'on était un groupe du Nord du coup. Et puis Matt, le chanteur, a vraiment adoré et il a dit ok, moi j'ai envie de produire un groupe français, parce qu'il était à Los Angeles à l'époque, et il a dit ça vous dit, je produis votre premier album. Et donc il nous a signé en licence avec Universal chez Polydor. Ouais. Et voilà. Et depuis, on en est là. Il y a aussi 2016, vous avez rejoué sur la scène du Main Square. Comment ça se passe? Parce qu'on a déjà joué une fois, on est déjà très content. Là, c'est qu'en fait, ils nous ont rappelé. En fait, ils nous ont dit, on a un spot là, en plein milieu de la programmation, en fin d'après-midi. Oui, ils nous ont programmé. On a dit non. Enfin, au début, on a dit oui directement. On a dit oui. Non, c'était un bon moment. Ouais. Et du coup, là, depuis, il y a une tournée. Vous avez fait plusieurs festivals, vous avez fait la première partie du coup de Matt, qui vous chapeaute là-dessus. Comment ça se passe la tournée? C'était vraiment la vraie première tournée qu'on a faite, c'était l'année dernière, à peu près à la même époque. C'était fin janvier, février, mars, avril, et c'était intense. C'était tous les week-ends. Ouais, plusieurs fois par semaine, même des fois, c'était souvent jeudi, vendredi, samedi, Suisse et Belgique. Non, Suisse. Non, que Suisse. Ouais, on a fait une date à Lausanne. Donc, c'est une super date d'ailleurs. Et donc, c'est vraiment intense parce que c'est. On fait un show, on rentre à l'hôtel, on dort, on se lève tôt et on repart à l'autre show. Une fois, le jour où on a joué en Suisse, on a fait Suisse, Montpellier et après on était remonté à Audincourt. Donc on n'arrête pas quoi, du matin au soir. Et à côté de ça, du coup, vous avez quand même une formation à la base. Je sais que toi, Virgile, tu as une formation plutôt de musique classique, me semble-t-il. Oui, c'est ça. On a tous les deux cette formation de musique classique. On a commencé et dans une école de musique actuelle et au conservatoire de musique. On a fait les 2 écoles en même temps. Parce qu'il faut rappeler que vous jouez quand même, comme on l'a vu dans l'extrait, vous jouez beaucoup d'instruments. Il y a du clavier, il y a de la batterie, il y a du pad, il y a de la guitare pour toi aussi. Après, au conservatoire, lui, il a fait des percussions et moi, j'ai fait du piano. Donc ça, c'est vraiment nos instruments de base. Et après, on a un peu touché à tout. Et puis, de toute façon, on n'était que 2, c'était notre pari. Donc on s'est dit, il faut qu'on fasse plus de choses. Il faut qu'on sache comment faire pour mettre un ordi sur scène, un Mac, comment ça marche, la guitare, etc. Et justement, là, donc, l'album il est sorti depuis quelques mois maintenant. Donc il y a 12 titres, un track bonus. Et il parle de quoi cet album? Cet album, c'est vraiment des sujets qui nous tiennent à cœur et qu'on a voulu mettre sur la table. C'est donner une voix à ceux qui n'en ont pas. C'est le but d'Avox, quoi. Et donc, toujours des titres un peu engagés? Toujours. Il y en a aussi, c'est plus des titres un peu personnels qui parlent aussi de l'épanouissement de jeunes humains, entre guillemets, qui deviennent des adultes. Et puis, il y a des sujets qui nous tiennent à cœur, l'homosexualité ou la femme, la place de la femme. Moi, j'ai envie qu'on parle notamment du titre qui fait référence aux attentats. Ouais. C'est quelque chose qui vous tient à cœur? Killer Boy, c'est celui-là que tu parles? Ouais, ce titre il est vraiment fort pour nous. Et en plus, c'est le titre de l'album qui a été mixé par Adam Hawkins. C'est celui qui a mixé l'album de 21 Pilots aux États-Unis. Donc, on kiffe aussi la production du titre. Mais c'est parce que ça nous touche qu'on puisse porter atteinte à notre liberté d'expression, surtout sur scène, surtout pendant un concert. C'est quelque chose qui, pour des artistes, ça nous a vraiment marqué. Et on jouait un mois avant au Bataclan dans les mêmes conditions, un concert sold out, et le mois d'après, il se passe ça. Donc c'est vraiment... Donc c'était vraiment une référence à ce moment-là. Exactement. Et aux attentats de Paris. Moi, j'ai vu que vous aviez fait une prestation, on va dire, un peu originale à Charneville-Mézières, là où vous étiez. Vous êtes originaires tous les deux. Tu sais tout. Oui, je sais tout. C'était donc il y a quelques mois avec The Wild 08 Crew. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui... Notre professeur de musique du collège est venu nous voir il y a un an en disant « J'aimerais bien faire un projet avec vous ». Notre ancienne prof. Et donc, on a dit oui. Et le deal, c'était qu'on faisait quelques titres de nous avec les 100 choristes de toutes les classes horaires aménagées. Qui sont donc des lycéens, c'est ça? C'est des collégiens. Des collégiens. C'est de 6e à la 3e. Et il y en avait plus de 100. C'était génial. Et ils ont super bien bossé. Et du coup, on a pu jouer 5 titres avec eux et c'était des purs moments. Ouais. Du coup, comment ça se passe? Vous alliez les voir pour les répétitions? Ils ont eu les textes Alors, en fait, on correspondait beaucoup avec Sandrine, c'était leur prof, qui, par mail, elle nous envoyait les partitions qu'elle a faites, avec les voix, les arrangements. Et on faisait des allers-retours. Et en fait, à la fin, on s'est retrouvés au théâtre, là où on devait jouer, pour faire la générale. C'est bien de se voir un peu avant quand même. Oui, c'est sûr.
pour faire la générale, et puis les enfants, ils étaient à fond, quoi. Ah ouais, et on leur a filé Bah des oui. bandanas Avox, ils sont tous arrivés avec ça et tout, ça faisait une Puis on ambiance. avait une très grosse équipe sur le coup, avec tous qui étaient techniciens et tout. Parce que du coup, il faut là, il y avait beaucoup de monde. Ouais. Il faut équiper tous les élèves et avoir une bonne sonorisation. C'est ça, ouais. Sur des C'était un élèves, ça doit défi, pas être évident. Moi, j'ai envie de parler aussi de tout ce qui est festival, les dates prochaines. J'ai vu que vous joueriez très prochainement à Arras, notamment, Exact. Oui, À c'est la ça. au Urban Square. Non. Mais c'est une belle date quand même. Ouais, Et on ouais. joue le 22 mars à Arras. Bah, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué dans le Nord, parce qu'avec la tournée de maths, on n'a pas joué dans le Nord. C'est un bar-concert qui s'appelle La Forge. Ouais, d'ailleurs. D'accord. Du coup, ils nous ont contactés, on a dit oui. Et puis on joue aussi le 6 avril à Tournai, à la JNDA. Donc c'est tout près aussi. Il y a des festivals de prévus aussi. Parce que Ouais. les noms commencent à sortir, donc il y a potentiellement des dates que vous ne nous direz pas. Oui, aussi. Il y a le ouais, festival on a- Rolling Stone, là, effectivement, qui est sorti. Ouais, Rolling Stone, Le Chien à on a Plume. le Chien à Plume, on joue aussi en Bretagne dans un festival, on joue à Perpignan. Comment il s'appelle ce festival Festimpia, peut-être. Festimpia à Perpignan. Donc, Ouais, donc il y a pas mal de choses encore de prévues. Sur les réseaux sociaux, vous êtes plutôt actifs. Moi, j'ai vu qu'en ce moment, vous écriviez beaucoup, vous composiez beaucoup. Oui. Qu'est-ce qui se prépare? Bah, Cassoulet. Non. on... Non, Ouais, on aimerait bien ressortir quelques Il y titres. a un deuxième qui arrive. Non, peut-être pas un deuxième, Peut-être pas un quelques deuxième. Peut-être pas un Il y a quelque cette chose année. qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Peut-être Pour, sortir toujours des sur les titres. mêmes thématiques, toujours engagé. Bah oui, engagé, ou alors sur vraiment un reflet de la société, de ce qui nous entoure, ce qui nous touche directement, quoi. Et oui, après, on reste toujours, il y a toujours le fil conducteur Avox, notre patte, notre son, mais on va un peu aussi voir d'autres horizons, parce qu'on aime bien un peu toucher à tout. Bah, super. Merci à vous d'être venus sur le plateau. Merci. On espère la réussite donc dans ce futur projet, on ne sait quoi. Et également beaucoup de public, beaucoup d'ambiance sur toutes les scènes que vous ferez dans les prochaines dates. Merci à vous de nous avoir suivis sur ce magazine T'as vu. On se retrouve la semaine prochaine à midi sur le Facebook du Media Lab.